L'ONG TPO DRC est une organisation non gouvernementale, apolitique, à but non lucratif, humanitaire et professionnelle spécialisée dans la réduction des souffrances sur toutes ses formes et dans la défense des droits fondamentaux de tous les individus en détresse en République démocratique du Congo. TPO DRC a son siège national à Bukavu, au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Cette structure a pour mission d'appuyer les communautés vulnérables, les structures étatiques et celles de la société civile, surtout en conflit et post-conflit, à travers la promotion des interventions appropriées d'urgence, de relèvement précoce et développement. Elle intervient aujourd'hui dans 10 provinces. Cette organisation compte 8 départements, à savoir la direction pays, le bureau programme, le département de suivi et évaluation, la logistique, le département de finances, les ressources humaines, le département de sécurité et le département de l'information, communication et technologie, ICT en sigle. À cela s'ajoutent plus de 15 bureaux terrain se trouvant dans 10 provinces. Le directeur pays en RDC, Doris Bengibabouya, parle de l'historique et le cadre juridique de TPO DRC. TPO, en tant qu'organisation jadis internationale, a débuté en RDC depuis 2009. C'est en juin 2015 qu'elle a connu sa nationalisation et aujourd'hui, elle continue à fonctionner en tant qu'organisation nationale des droits congolais. L'organisation fonctionne sous l'autorisation du ministère des tutelles. Alors, il y a son autorisation de base du gouverneur de province qui donne l'autorisation provisoire. Et sur base de ça, l'organisation a acquis le FNONANDE qui est un document de demande de personnalité juridique, mais aussi TPO a un numéro impôt à la DGI, TPO a un numéro de CNSS, TPO a un numéro à l'INPP, TPO a un numéro à l'ONEM. Pour dire toutes ces structures, nous payons régulièrement. L'ONG TPO DRC s'est dotée de toute composition pour un bon fonctionnement. Il a aujourd'hui les membres du conseil d'administration, la commission des contrôles et autres. Nous avons l'Assemblée générale. Avant de se prononcer ou pour que ces derniers se prononcent, il y a le conseil d'administration. Il y a la commission des contrôles qui est un organe. Alors, cette commission des contrôles qui aussi a un président, un rapporteur, un conseiller. Et puis, il y a maintenant les conseils exécutifs qui est la direction pays pour nous. Et cette direction pays est constituée aussi par un directeur, c'est constitué aussi par un financier, un coordonnateur de finances, il y a le coordonnateur de ressources humaines et administration, il y a la coordonnatrice de programme et un manager des suivis et évaluation. Tous nos organes, nos structures qui constituent les organes des TPO à tous les niveaux, nous tenons compte de la présence des femmes et de leurs responsabilités qui sont aussi égales selon les compétences que les hommes. Alors, ça c'est... Mais aussi on tient compte de la sensibilité au conflit parce que nous faisons d'abord des analyses des conflits et nous nous rassurons que régulièrement nous faisons un monitoring pour voir quels sont les aspects qui peuvent peut-être créer de conflits d'intérêts, quels sont les aspects qui peuvent créer des différends entre le membre des organes afin que l'on puisse travailler sur les probables conflits qui pourraient naître. Cette organisation nationale a mis en place des axes stratégiques d'intervention, notamment santé mentale et appui psychosocial, paix et transformation des conflits, protection et éducation, santé intégrée et environnement, développement durable. Dr Liliane Katindi indique que ces axes ont permis à leur structure d'intervenir dans leur rayon d'action. À la coordination des programmes, nous avons des assistants au programme
Chaque assistant s'occupe d'un axe stratégique. Donc, on en a 4 qui s'occupent de chaque axe stratégique. Et après les assistants au programme, si nous avons des projets, ces assistants supervisent les chefs de projet. On a beaucoup de projets au Sud Kivu, les Tanganyika suivent. Nous suivons toujours les étapes qui sont assignées par rapport à l'élaboration des projets. On s'est dit qu'il y a un problème qu'on doit résoudre, il y a des réponses qu'on doit apporter pour un problème que nous trouvons. Nous devons suivre des étapes. Il y a 5 étapes qu'on suit souvent. Il y a l'initiation. On initie, il y a un problème qui est là, on doit initier des activités, initier des choses qu'on doit accompagner avec. On doit aussi faire la définition et la planification de ce qu'on va faire. On définit et on planifie ces activités, comment est-ce qu'elles seront en train d'être faites. Et on va maintenant faire passer à l'étape de l'exécution. Et on peut faire aussi une évaluation à la fin du projet. Chaque volet où on a un projet, on a des techniciens. Ces techniciens seront en train d'appuyer la commission des rédactions des projets parce que ce sont des techniciens, c'est eux qui doivent apporter la matière pour constituer ces projets. C'est eux qui vont nous mettre à la disposition de tout ce qu'on va faire. Après, dès qu'un projet est terminé à être écrit par des techniciens, ils soumettent ces projets au niveau de la coordination des programmes. La coordination des programmes avec les assistants au programme, on analyse les projets sur le plan qualité, sur le plan forme, fond. Et après quoi, nous aussi, nous les soumettons à notre direction pour appui, validation, afin que nous puissions procéder au partage de ces documents au niveau du bailleur qui a demandé ça. La communauté est impliquée dans tout ce qu'on fait parce qu'au finish, c'est à la communauté qu'on laisse tous les acquis du projet parce que nous ne sommes pas éternels dans la zone, mais on peut laisser la communauté qui est déjà là-bas, les structures communautaires qui sont là-bas, les organisations communautaires qu'on utilise, ce sont des organisations communautaires qui sont au niveau de nos communautés de nos zones d'intervention. Tout ce qu'on fait, on est redevable pour la communauté et pour nos bénéficiaires. On met des boîtes à suggestions ici et là, et de ces boîtes à suggestions, on récolte les différentes plaintes au niveau des communautés. On est tous, comme humanitaires, derrière la prévention des exploitations à bisexuelles. On est en train de mettre en place des comités de gestion des plaintes qui sont un noyau de 10 personnes. TPO, quand il arrive dans une zone, on doit d'abord se rassurer des gens qui sont en train de travailler là-bas. La coordination nous implique de faire une cartographie. Si la réponse que TPO amène n'est pas donnée par une autre structure, ok, TPO exécute directement. Mais s'il y a déjà des réponses qui sont apportées par d'autres organisations, on sera en train de faire les référencements de nos actions, de nos bénéficiaires au niveau d'autres organisations qui sont dans la zone. Mais en plus de cela, TPO travaille dans la coordination humanitaire. Nous sommes des leads, co-leads ici et là dans les groupes de travaux. Par exemple, à Ovira, on coordonne les sous-GTP d'Ovira. On coordonne aussi les sous-clusters éducation Ovira. Au Tanganyika, nous sommes les co-leads pour les groupes de travail SGPV. Nous sommes à Bunyakiri aussi, nous sommes les leads dans les sous-GTP. Il y a là où on ne peut pas faire, mais quand même on associe, on travaille en coordination avec les clusters, les groupes de travaux qui sont partout, on est en train d'intervenir. Pour avoir un personnel qualifié dans chaque domaine, TPO DRC dispose d'un service de recrutement des ressources humaines. Son service des relations humaines utilise une politique de recrutement de qualité, comme l'indique Madame Aline Munguyeni. La politique de recrutement qu'on utilise souvent, c'est la politique qu'on appelle qualité à la porte. C'est une politique qui nous permet de pouvoir détecter, au fait de pouvoir sélectionner les meilleurs. Parce que nous avons comme souci de toujours mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Tel que souligné dans notre manuel des procédures, nous en avons 8. Entre autres, il y a des cadres de direction, il y a des cadres de collaboration, il y a aussi les agents de maîtrise, les travailleurs hautement qualifiés, les travailleurs semi-qualifiés, mais aussi nous avons aussi les travailleurs spécialisés et le manœuvre.
TPO contribue énormément à la promotion du genre parce que à plus de 30% des staff TPO est constitué par des femmes. Et d'une manière là exceptionnelle, ces femmes-là, la plupart occupent des postes stratégiques, des postes comme la coordination de programmes. Le département des ressources humaines d'ailleurs est chapeauté par une femme et d'autres départements comme la logistique, la communication. Il y a même des chargés des opérations, des chefs de projet qui sont femmes. À part ça, pour ce qui concerne la catégorie d'âge, nous utilisons souvent des jeunes. Chez TPO-RDC, nous procédons à une évaluation de performance du personnel à la fin de chaque année. Et cette évaluation-là nous permet d'identifier certains éléments qu'on peut utiliser dans des postes stratégiques. C'est à partir même de cette même évaluation qu'on arrive à identifier les besoins en formation. Pour ceux-là qui n'ont pas été très compétents à leur poste, on arrive immédiatement à identifier les besoins en formation et on propose même des formations à long terme. Le système de rémunération du personnel chez TPO est fait comme pour d'autres entreprises. La majeure partie de notre staff est bancarisée, mais étant dans l'humanitaire, il y a des zones où nous intervenons et ce sont des zones très reculées où il n'y en a pas de banque. Ça nous oblige même à utiliser le voie des M-Pesa ou des mobile money pour essayer de transférer l'argent. Le recrutement du personnel chez TPO-RDC s'est fait dans le respect des dispositions légales en vigueur en RDC en fonction du manuel de procédure de gestion des TPO. Le recrutement peut donc se faire sur base des publications d'avis des vacances des postes ou par la technique des chasse-tête à partir des publications internes pour nous permettre d'identifier les personnes susceptibles d'occuper les postes stratégiques après une évaluation des performances. Pour ce qui concerne le politique, nous, chez TPO, la condition sine qua non pour signer un contrat ou autre document lors des recrutements, nous exigeons que les staffs ou les demandeurs de services puissent signer au préalable les politiques de la maison. Et parmi les politiques que nous faisons signer à nos staffs, il y a la politique de lutte contre l'exploitation, les abus sexuels. Il y a aussi le code de bonne conduite. Il y a aussi la politique de dénonciation de cas de fraude, de vol, détournement ou utilisation abusive de matériel et bien de l'organisation, abus envers le bénéficiaire, partenaire et staff de TPO. À part cette politique, il y a aussi la politique de protection de l'enfant et d'autres politiques que le staff ou un prestataire de services chez TPO doit signer. À part les staffs qui sont affectés, donc les staffs nationaux, nous avons des volontaires, nous avons des staffs affectés directement au projet qui sont contractés et leur contrat, les durées de leur contrat dépendent directement du durée du projet. Les prestataires de services volontaires qui acceptent de prester chez nous volontairement pour essayer d'accroître les capacités professionnelles, mais aussi ces gens constituent notre pépinière de staff parce qu'à l'avenir, si nous avons besoin urgent d'un staff, nous pouvons recourir, parce que notre manuel nous autorise de recourir à nos volontaires ou à nos stagiaires une fois qu'ils sont évalués capables de nous aider dans tel ou tel domaine. À part les volontaires, nous avons aussi des stagiaires professionnels qui viennent pour faire leur stage. Et quand nous voyons que la personne est vraiment bien motivée et peut nous servir en tel ou tel domaine, en cas de besoin, nous recourons à elle. Monsieur Bienfait Mouchagaloussa explique ici comment son service de logistique procède à la passation des marchés et d'autres services. Au sein de chaque équipe, dans chaque base, la logistique est coordonnée par un logisticien. La personne qui a un besoin exprime son besoin sur un état de besoin qui présente à la logistique pour la validation. Et de là, la logistique essaie un peu d'évaluer les besoins et en fonction du montant, nous distinguons ici au TPO, nous distinguons 3 types de paliers d'achat.
Donc quand il s'agit de marchés supérieurs à $500 et inférieurs aussi ou égal à $5 000, là nous procédons par achat simplifié, c'est-à-dire 3 devis, 3 cotations. Donc les demandeurs émettent l'état des besoins au niveau de la logistique et voilà, la logistique directement lance le marché, l'étude du marché, et il récolte au minimum 3 cotations auprès des fournisseurs, et il y a une équipe qui est chargée d'analyser le marché. La logistique est exclue. Donc c'est l'équipe qui se compose de quelqu'un de la finance et d'une personne du programme et aussi d'une personne du management. Le premier processus dans le stockage consiste à faire le comptage des items, tout comme des colis qui sont indiqués sur les packing lists, et aussi à vérifier leur qualité en même temps. Et cette étape ne se fait qu'avec l'appui de 3 personnes. Nous catégorisons ici chez nous à TPO des types d'inventaire. Donc nous faisons l'inventaire physique et nous faisons aussi l'inventaire théorique. La sécurité est importante quand il y a un personnel à gérer dans une institution. Voilà pourquoi TPO DRC a mis en place un bureau pour se charger de la sécurité. Kevin Bungouké explique comment ce service est important. La politique générale de sécurité de TPO repose sur 4 principes humanitaires, notamment l'humanisme, la neutralité, l'indépendance et l'impartialité dans l'apport de la réponse humanitaire, mais aussi sur à peu près 5 postulats de base, notamment le devoir de diligence. C'est le devoir qu'a l'organisation TPO de sécuriser les staffs, assurer leur santé et leur bien-être partout où ils sont en plein travail. Il y a la primauté de la vie, c'est qu'au premier plan, nous mettons la vie de nos staffs. Nous devons vraiment nous rassurer qu'avant d'envoyer nos staffs dans une zone, leur sécurité est couverte, parce qu'avant que nous venions en aide aux bénéficiaires, bien sûr, nous devons nous rassurer que nous-mêmes, nous sommes en sécurité. À part ça, il y a l'autre postulat, c'est les do no harm. Les do no harm, c'est le postulat selon lequel nous faisons en sorte que les actions, les réponses que nous apportons dans les communautés ne soient pas de nature à exacerber les tensions et les conflits ou carrément à les faire naître. À part ça aussi, l'autre postulat de notre politique de sécurité, c'est la lutte contre les exploitations, les abus et les harcèlements sexuels. La politique de sécurité que nous promouvons au sein de notre organisation, je cite TPO, c'est que nous puissions être 2 acteurs de la vraie lutte contre les exploitations, les abus et les harcèlements sexuels qui ont causé de dégâts dans les sociétés où les humanitaires interviennent par le passé. L'autre postulat de notre politique de sécurité, c'est le non-paiement de pots de vin. Nous faisons en sorte que les négociations que nous engageons ne rentrent pas dans le sens de payer des pots de vin, parce qu'en le faisant, nous risquons de créer une coutume, et cette coutume-là, au fil du temps, fera en sorte que si nous ne payons pas ces pots de vin, nous ne pourrons plus avoir accès à certaines zones. Nous avons adhéré dans certaines structures qui font des études sur la sécurité en faveur des organisations humanitaires. Je cite INSO, je cite UNDSS. Et donc, en termes de coordination, nous essayons un peu de collaborer avec d'autres partenaires afin d'avoir une vision un peu diversifiée de la question de la sécurité au niveau de nos zones d'intervention. Nous avons une politique de formation des staffs spécialement engagés pour jouer des rôles liés à la sécurité au sein de l'organisation. Mais aussi, nous avons des formations en faveur de tout le staff, qui sont des formations généralisantes, des connaissances générales, ou aussi des connaissances spécifiques par rapport à des réalités spécifiques d'une zone à une autre. Parce que comme vous savez, par exemple, nous avons des actions dans les Chikapa. Les questions de sécurité à Chikapa ne sont pas les mêmes qu'ici à l'Est, une zone qui est en proie aux groupes armés depuis des décennies.
À ce jour, TPO DRC compte 240 staffs et est appuyé financièrement par plusieurs organisations internationales, notamment USAID, Street Child, World Child Holland, UNFPA, Fonds humanitaire RDC, Coopération Suisse, FAO, UNICEF, PAM, Diaconie, Turing Foundation et CPI.